Trueflation s'effondre, la Fed, la Réserve fédérale, devrait reprendre ses baisses de taux d'intérêt plus tôt que prévu et très probablement dès le printemps. Alors, la réunion de mai ou la réunion de juin? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Et oui, la désinflation a repris. Comme je vous l'avais dit, les amis. Alors parfois j'ai tort, je le dis, parfois j'ai raison, je le dis. Rappelez-vous, c'était mon argumentaire de décembre dernier en vous expliquant que pour X raisons, que je vais reprendre rapidement, la désinflation reprendrait sur les chiffres de février. Et effectivement, l'inflation aux États-Unis, selon l'indice des prix PCE, est tombée à 2,6 en version sous-jacente. Rappelez-vous que la Fed rebaisse ses taux sous 2,5. Il est passé de 2,9 à 2,6. Et en version nominale, il est tombé à 2,5. Ce sont les chiffres qui sont tombés le vendredi 28 février qui concernent janvier. Et tous les indicateurs avancés nous disent que sur les chiffres de mars qui concernent février et sur les chiffres d'avril qui concernent mars, eh bien, la cible d'inflation de la Fed sera approchée, notamment pour l'inflation nominale. Alors, naturellement, ceci peut-être un game changer pour les marchés financiers qui se cherchent. Vous avez déjà pu observer, j'en parlais dans le Top Gun la semaine dernière, le bon comportement du marché obligataire qui profite alors de l'augmentation de la probabilité d'une récession, mais aussi de cette perspective de reprise de la désinflation. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons avoir donc cette semaine la mise à jour du CPI, donc l'inflation selon le CPI. La Fed, elle regarde le PCE, mais tout de même, les deux indices sont corrélés. Et donc, avec ce retour de la désinflation, la Fed pourrait reprendre la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux beaucoup plus rapidement que prévu, alors qu'il y a à peine quelques semaines, le marché, dans un grand stress, envisageait que cette baisse de taux n'ait même plus lieu cette année, au mieux en décembre, peut-être en septembre. Eh bien, désormais, le marché parie sur juin, alors ça change très vite, mais moi, mes indicateurs avancés me disent qu'effectivement, cette décision de politique monétaire du 18 juin pourrait être la bonne, peut-être celle du mois de mai, mais là il faudrait vraiment soit une augmentation significative du taux de chômage, soit vraiment une accélération de la désinflation. Donc c'est vraiment tout cela dont nous allons parler. Et effectivement, Trueflation, la vraie inflation en temps réel aux États-Unis, donc là du mois de mars, alors attention, la vraie inflation en temps réel qu'on observe là en mars, on les retrouve dans l'inflation officielle, éventuellement en avril, mais souvent c'est plutôt 2 mois d'écart, donc plutôt en mai. Donc ce que vous constatez là, Trueflation a basculé sous 2% et s'est enfoncé. Bon, ce que vous constatez là dans l'inflation officielle en temps réel aux États-Unis, il va falloir attendre 1 ou 2 mois, mais rappelez-vous, les marchés ne font que se projeter. D'ailleurs, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland nous indique que le PCE nominal du mois de mars, donc le PCE nominal du mois de mars, oui c'est bien ça, qui sera donc publié en avril, devrait tomber à 2,08. Pas loin, alors ça peut changer d'ici là, mais nous ne sommes pas loin de la cible de la Fed. Et ce qui est intéressant, c'est que de nombreuses composantes en temps réel de cette inflation prennent la direction du Sud ensemble. L'inflation des frais de santé, l'inflation immobilière, l'inflation des transports, des voitures, des nouvelles voitures, du prix du pétrole. On a un taux d'inflation là énergétique archi négatif. Si vous faites le delta entre le prix du pétrole, ce qu'il est maintenant, qui est plutôt revenu au sud, par rapport à sa valeur en mars 2024, il y a déjà un écart de 15 ou 20% à la baisse. Et pareil, il faut 2-3 mois pour que ça arrive dans l'inflation officielle. Ah bah parce que comme les entreprises font des stocks, donc lorsqu'elles vont accumuler eh bien, du pétrole, eh bien, ensuite elles écoulent leur stock. Donc ce sont d'abord les prix d'avant. Donc le temps qu'on répercute les prix en temps réel, il faut du temps. Ça, c'est le cycle économique. Bon. Donc, oui, la désinflation dont je suis content parce que c'était quelque chose que je défendais depuis novembre-décembre, en lien avec de nombreux indicateurs avancés, ça commence à arriver. Alors, me direz-vous, Vincent, stop, Vincent, guerre commerciale, les droits de douane de 20-30%, les droits de douane réciproques entre les États-Unis et tous leurs partenaires commerciaux, le Mexique, le Canada, les États-Unis, la Chine. Bon. Alors, est-ce que tout ce que montrent là maintenant les indicateurs avancés et ce que montre l'inflation en temps réel, est-ce que tout cela va être balayé par la guerre commerciale? Eh bien, je vais en parler aussi dans cette vidéo. C'est une possibilité, mais j'estime que la probabilité est faible, d'autant plus que, selon moi,
Eh bien, l'administration Trump cherche avant tout à obtenir des deals par la pression, par l'attaque en premier ressort, obtenir un accord commercial. Bon, c'est mon opinion, nous verrons bien. En tout cas, il y a des mouvements de marché, du côté du dollar, des taux d'intérêt obligataires qui semblent aller dans le sens de ce que nous venons à peine de constater. La reprise de la désinflation a été vue dans les chiffres du vendredi 28 février, qui concerne janvier. Et selon le PCE, ça peut aller très vite. Alors dans un sens ou dans l'autre. Donc, première partie, Truflation s'effondre. Il faut que j'en parle. Et effectivement, on peut se poser la question, pourquoi? Quelles sont les composantes qui chutent? Vous allez voir que c'est assez homogène, et c'est ça qui est intéressant. Deuxième partie, eh bien, comme prévu, le PCE est reparti au sud. J'en fais un point rapide. En fait, je vais rebondir sur une vidéo que j'avais faite il y a 1 mois et demi. Troisième partie, tous mes indicateurs avancés d'inflation sont optimistes pour les chiffres de mars et avril. Mars qui concerne février, avril qui concerne mars. N'oubliez pas ce mois d'écart. Quatrième partie, quelles sont les conditions pour que ce soit crédible? Alors la Fed ne baissera pas ses taux en mars, enfin, sauf s'il y a quelque chose d'exceptionnel. Quelles sont les conditions pour qu'il soit crédible que la Fed reprenne la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux lors de sa réunion de mai ou plus probablement du 18 juin? Et enfin non, avant-dernière partie, y a-t-il un risque que tout ce que je vais vous dire soit balayé par la guerre commerciale? Et il faut effectivement envisager ce sujet. Et enfin, dernière partie, mise à jour de l'analyse technique du S&P 500. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. C'est parti les amis. Donc nous allons parler de cette reprise de la désinflation US. C'est un scénario dont je parle depuis décembre, qui est en train de se concrétiser. Et je reste convaincu donc que sur les chiffres de mars-avril, alors mars c'est publié en avril et avril en mai, mais même là dès les chiffres de ce mois de mars, gentiment, ça porte sur février, la désinflation US va reprendre, on va tout passer en revue, et naturellement que cela permettra à la Fed, je pense, de reprendre la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux, quelque part, ce printemps. Alors c'est parti, le plan, je vous l'ai donné en première partie de vidéo, je vous le remets ici pour ceux qui aiment lire les choses à l'écrit. Nous allons avoir donc 5 parties, et nous attaquons la première. As expected, oui, comme prévu, la désinflation US a repris au mois de février selon l'inflation PCE. C'est vrai que j'ai beaucoup transpiré, ça a mis du temps à se mettre en place, mais les chiffres de l'inflation PCE du vendredi 28 février ont vu donc la reprise de la désinflation. Alors cela fait écho à une vidéo que je vous ai proposée en début d'année en vous expliquant que à l'aide en fait d'un certain nombre d'indicateurs avancés, donc ça c'était ce que je vous proposais donc en début d'année, que cette désinflation allait reprendre au mois de février, et donc effectivement c'est donc ce qui s'est passé. Alors c'est très léger, mais oui, lorsque vous regardez l'indice d'inflation préféré de la Fed, le PCE, et bien que ce soit le PCE médian, le PCE nominal ou le PCE core, et bien l'inflation a repris la direction du sud. J'enlève le PCE médian, nous avons désormais un PCE nominal à 2,5 et un PCE core à 2,6. Je vous rappelle que la Réserve fédérale des États-Unis a bien indiqué qu'elle réengagerait la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux lorsque les métriques de l'inflation basculeraient sous 2,5. Donc déjà, là, sur ces chiffres du 28 février, en plus, ça ne concerne que janvier. Et moi, ce que je vais vous démontrer dans cette nouvelle vidéo, c'est que les indicateurs avancés pour mars-avril sont très optimistes et donc vont nous envoyer sous ce seuil des 2,5. Alors effectivement, les indicateurs avancés sont très optimistes pour la mise à jour de l'inflation en mars et en avril. Je vous rappelle au passage que vous avez cette semaine la mise à jour de l'inflation CPI. Alors attention, le CPI est plus tendu que le PCE. La Fed regarde surtout le PCE. Mais je pense que cette semaine, le CPI du 12 mars, nous aurons déjà une inflation qui va reprendre la direction du sud. Alors attention, je parle des indicateurs avancés pour mars et avril. Attention, le CPI du 12 mars concerne février. N'oubliez jamais ça. Ce décalage d'1 mois à 2 mois. C'est même souvent 2 mois pour le PCE. Mais effectivement, donc, la Réserve fédérale, elle, ce qu'elle nous a raconté, c'est que, eh bien, selon elle, ça c'était ses anticipations qu'elle nous a proposées à la fin du mois de décembre, que l'inflation, cette année, ne basculerait pas sous le seuil des 2,5%. Alors pourtant, de nombreux indicateurs avancés, je vous ai répertorié ici, et nous allons les regarder en détail ici, puisque j'ai tout mis
dans ce tableau, et j'ai mis donc le statut à jour, eh bien, les indicateurs avancés ont plutôt tendance à nous dire que dès les métriques du mois de mars et avril, n'oubliez pas toujours le décalage d'un mois, hein, l'inflation du mois de mars, ce que vous voyez actuellement dans Trueflation en mars, Trueflation qui s'effondre, ça tombe dans les chiffres d'avril. Et les chiffres d'avril sont publiés en mai. Ça, c'est très important. C'est très important. Mais c'est quand même de bon augure d'avoir vu que dès le PCE du 28 février qui concerne janvier, j'espère que tout le monde me suit, c'était déjà bon et que ça repartait déjà au sud. Parce qu'en fait, tous les indicateurs d'inflation temps réel qui concernent les composantes clés, l'immobilier, la santé, le transport, et je vais vous remontrer ici en fait toutes les composantes clés. Alors effectivement, c'est notamment l'immobilier, la santé ont un poids très important dans le PCE et le CPI. Hein. L'immobilier, c'est plus d'un tiers du CPI. Lorsque vous regardez l'inflation PCE, eh bien, la santé et l'immobilier, c'est quasiment la moitié. Et je vous rappelle que la santé et l'immobilier se foutent royalement de la guerre commerciale. Enfin, j'exagère un peu, mais ça, je m'en parlais. J'ai une partie de la vidéo, en fin de vidéo, pour savoir si ces indicateurs avancés sont menacés par la guerre commerciale. Sachant que je vous avais déjà démontré en début d'année que lors du premier mandat de Trump entre 2016 et 2020, la guerre commerciale n'avait pas relancé l'inflation à la hausse. Ça ne l'a pas fait baisser non plus, ça l'a maintenu un peu élevé, mais ça ne l'a pas fait partir en vague d'inflation comme nous avons eu après le Covid. Et donc effectivement, lorsque vous regardez du côté donc, des métriques les plus importantes, alors cette semaine vous avez le CPI du 12 mars, qui concerne février, dans lequel vous avez 40% d'immobilier. Mais c'est vrai que si vous ajoutez ne serait-ce que santé et immobilier dans le PCE, c'est quand même un poids énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les autres composantes sont en train de prendre la direction du sud. Donc nous allons commencer par regarder. Alors ici je vous ai mis donc toutes vous avez ici la partie basse du tableau, toutes les composantes qui comptent et ce que disent les indicateurs avancés. Et vous allez voir que c'est vraiment percutant. Donc vous avez le tableau qui est ici. Si vous voulez, je fais ça, vous pouvez faire pause, vous pouvez faire une capture d'écran et le lire tranquillement de votre côté. Moi, je vais aller directement sur les illustrations et vous montrer donc que ça permet d'être optimiste. Donc n'oubliez pas, le PCE nominal est actuellement à 2,5, le PCE Core est à 2,6. Actuellement, le CPI nominal est à 3 et le CPI sous-jacent ou Core est à 3,3. Première chose, effondrement de Trueflation. Oui, effondrement de Trueflation. Alors, attention, l'effondrement de Trueflation, c'est fait en février et en mars. Les chiffres de février, vous les retrouvez dans l'inflation officielle de mars. Les chiffres de mars, vous les retrouverez dans l'inflation officielle d'avril. Donc, cette semaine, ce mois-ci, vous avez les chiffres. Nous avons l'inflation officielle de mars, mais qui concerne l'inflation de février. Mais déjà en février, ça dropait. Mais vraiment en mars, là, ça accélère. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les composantes majeures, donc là, vous avez notamment la composante immobilier, où je vous ai rappelé, que ce soit dans le CPI ou le PCE, le poids dominant de l'immobilier, eh bien, l'immobilier, lui, maintenant, est à 0,96. L'inflation immobilière en temps réel est à 0,96. Et si vous prenez d'autres mesures de l'inflation immobilière en temps réel, l'inflation des nouveaux loyers est à moins de 40, l'inflation immobilière temps réel est à 3,40, alors que l'inflation immobilière officielle est encore entre 4 et 5. Mais regardez dans le passé, viendra un moment où l'inflation officielle va venir se calibrer sur l'inflation temps réel. Sauf il y a parfois un décalage de 6 mois, c'est plusieurs mois, pour que les chiffres temps réel, notamment les nouveaux loyers, arrivent dans l'inflation officielle. Parce que l'inflation officielle, elle regarde en fait tout sur 12 mois glissants, vous comprenez? Donc ça, nous savons que l'inflation immobilière va continuer de baisser, et cette inflation immobilière a un poids très important, notamment dans le CPI, mais aussi dans le PCE. Mais effectivement, Trueflation s'effondre, toutes les composantes repartent au sud, notamment l'inflation des nouveaux véhicules qui est à 0,78, et ça c'est très important pour l'inflation industrielle. Alors, la guerre commerciale, oui très bien, mais bon, pour le moment les droits de douane sur les automobiles sont reportés d'un mois, et effectivement, si l'objectif de Donald Trump est d'arriver à des accords commerciaux, il n'y aura pas de souci.
L'inflation de la santé est revenue au monde d'avant. Tous les produits de consommation courante, c'est revenu autour des 2%. L'immobilier, la santé est en chute. La catégorie transport, les nouvelles voitures. Et là, vous avez de nombreuses composantes. En fait, toutes les composantes actuellement prennent la direction du sud. Donc ce décrochage de Trueflation en mars, il va falloir être patient, mais ça va arriver dans les mises à jour de l'inflation officielle d'avril, à partir d'avril. Et c'est là où vous aurez du bon. Alors cette semaine, vous avez la mise à jour du CPI qui est actuellement en nominal à 3 et en sous-jacent à 3,3. Ce que nous dit donc l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, donc l'algorithme de Réserve fédérale c'est une des antennes de la Fed, donc c'est un outil quand même qui est très important. Et bien là aussi, c'est un outil qui nous donne des trajectoires optimistes pour l'inflation de mars et l'inflation d'avril. Ça nous donne pour cette semaine, ça nous donnerait du 2,83 pour l'inflation nominale et du 3,16 pour l'inflation sous-jacente. Et regardez pour mars. Alors attention, l'inflation du mois de mars est publiée en avril. Je vais arrêter de répéter ça, je sais, vous trouvez ça chiant, je le répète beaucoup, mais c'est important. L'inflation du mois de mars est publiée en avril. Eh bien, selon l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, le PCE nominal tombe à 2,08. Je vous rappelle que la cible de la Fed, c'est 2, et que sous 2,5, elle reprend les baisses de taux. C'est pourquoi ça peut sembler crédible, finalement, que la Fed reprenne les baisses de taux ce printemps, selon les différentes métriques de l'inflation. Alors ensuite, vous avez bien sûr les composantes inflation des PMI de l'ISM. Vous avez toutes les composantes donc automobile. Ce qui est intéressant avec l'inflation de l'automobile qui repart au sud, c'est qu'il viendra un moment où l'inflation des assurances automobiles va aussi diminuer parce que là, elle est vraiment très élevée. Et puis vous avez aussi surtout tout ce qui est inflation énergétique, le prix du pétrole, les amis, je vais vous montrer ça tout de suite. Le prix du pétrole, ça je le couvre dans le Fast and Forex, le prix du pétrole qui a pris la direction du sud, le prix du pétrole qui est sur un bas de range, le prix du pétrole qui en mars est à 66 $, alors que en mars 2024, il était à 80 $. Donc vous faites le delta entre 80 $ et 65 $, ça vous donne une contribution largement négative au calcul du taux d'inflation. Là, on a une inflation énergétique qui est à moins 15 en rythme annuel. Donc effectivement, et malgré les tensions géopolitiques, malgré les coupes de production de l'OPEP, rappelez-vous, drill baby drill, l'administration Trump veut augmenter encore significativement la production de pétrole américaine qui est déjà sur des records historiques, et donc tout ça va mettre la pression sur le prix de l'énergie, et tout ça va mettre la pression sur le prix de l'énergie, et c'est quelque chose que vous retrouvez dans la catégorie transport. C'est dans la catégorie transport, donc vous voyez que c'est une part importante du PCE du CPI, que vous retrouvez le prix des voitures, des nouvelles voitures, et le prix de l'énergie, notamment du pétrole. Donc ça c'est quand même assez percutant, et vous avez donc Inflation Nowcasting qui est très optimiste. Lorsque vous regardez la composante inflation du PMI des services selon l'ISM, nous sommes revenus au monde d'avant en termes d'inflation des services. Il n'y a pas de nouvelle vague inflationniste de l'inflation des services. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour la suite, et moi j'estime donc vraiment que, alors bien sûr sauf choc exceptionnel, et bien sûr, la guerre commerciale, il faut en parler, mais donc que tous les indicateurs avancés permettent d'être optimistes pour l'inflation de mars et d'avril, mars étant publié en avril et avril étant publié en mai. Alors, quelles sont donc les conditions pour une reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux? Les conditions, elles sont connues, la Réserve fédérale nous les a données. Mais avant cela, je vous rappelle quelles sont les dates. La prochaine décision de politique monétaire de la Fed, c'est le 19 mars. Ensuite le 7 mai, et ensuite le 18 juin. Lorsque je parle de reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux au printemps, c'est donc soit le 7 mai, soit le 18 juin. Car si c'est le 30 juillet c'est en été, j'aurais eu tort. Donc pour avoir raison, mais limite que j'ai raison, on s'en fout, mais pour que mon argumentaire tienne la route, il faut que la Fed baisse ses taux soit le 7 mai, soit le 18 juin. A noter qu'au stade actuel, selon l'outil CME Fed Watch Tool, le marché penche à 52% en faveur du 18 juin. Et lorsque vous agrégez ça, les anticipations du marché avec ce que pensent les membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, ça nous donne aussi du 18 juin à quasiment 96%. Alors, est-ce que ça peut être le 7 mai? Pour que ce soit le 7 mai, il faudrait vraiment une augmentation violente du taux de chômage. Donc le marché part plutôt sur le 18 juin. Moi, je vais plutôt partir sur le 18 juin, en tout cas au printemps. Mais donc,
quelles sont les conditions pour envisager que la Fed, parce que le 19 mars c'est improbable, qu'elle baisse ses taux soit le 7 mai, soit le 18 juin, eh bien ces conditions ont été données, vous le savez, par la Fed en décembre, soit un taux de chômage qui exploserait à la hausse le seuil des 4,3% de la population active, soit une inflation nominale et sous-jacente selon le PCE nominal et selon le PCE sous-jacent qui basculerait sous les 2,5. Et il est vrai que certains indicateurs avancés, en particulier Trueflation, mais aussi l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, nous disent que l'inflation nominale pourrait être à 2,08, donc 2,08, c'est quand même significativement sous 2,5, dès les chiffres du mois de mars. Et les chiffres du mois de mars sont publiés en... Oui, vous l'avez dit, en avril. Bon, voilà, tout le monde a compris. Alors, là, je prends le risque effectivement de peut-être m'avancer un peu. Il n'y aura pas de seconde vague d'inflation en lien avec la guerre commerciale. Alors, première chose qui me font penser ça. Je ne pense pas que Donald Trump et son administration cherchent un choc économique. Ils ont une approche violente, agressive, mais je pense qu'il s'agit d'obtenir des accords commerciaux. D'ailleurs, il y a régulièrement des droits de douane qui sont reportés d'un mois pour négocier. Deuxième point, lorsque vous prenez le premier mandat de Donald Trump, entre 2016 et 2020, la guerre commerciale, notamment avec la Chine, s'est faite à outrance. Il n'y a pas eu de vague inflationniste. L'inflation n'a pas baissé non plus, mais elle est restée sous contrôle. Troisième point, dans le calcul des taux d'inflation, et je vous ai remis ici ça, vous avez essentiellement des services. Les services pèsent 62% du CPI et les services pèsent 66% du PCE. Et les services ne sont directement pas du tout concernés par la guerre commerciale. Alors ils peuvent l'être certes de manière indirecte, mais même si vous prenez par exemple l'inflation énergétique, le pétrole, la guerre commerciale avec le Canada, il ne faut pas oublier aussi que les États-Unis envisagent d'augmenter significativement leur production de pétrole. Les États-Unis produisent déjà 22 millions de barils jour de pétrole. La production mondiale, c'est 100 millions de barils jour, donc c'est un bon 22%. Et les États-Unis envisagent d'augmenter leur production à 28 millions de barils jour. Cette offre abondante fait que ça agira à la baisse sur le prix du pétrole. Vous voyez, donc ça peut venir neutraliser les effets éventuels de la guerre commerciale. Mais bon, c'est un sujet, là-dessus je ne m'avance pas, je ne sais pas comment ça va évoluer, notamment entre les États-Unis et la Chine. Ça peut être, si ça part dans tous les sens, ça peut être un risque, mais comme moi je pense qu'il s'agit davantage de trouver des deals commerciaux, je pense que le risque n'est pas énorme. Et donc on termine comme chaque semaine par un point d'analyse technique de l'indice S&P 500 sur tous les horizons de temps. Alors pour l'indice S&P 500, alors la clôture mensuelle n'est pas encore acquise. Donc la clôture mensuelle, elle est vraiment à la fin du mois de mars. Mais effectivement, attention, si d'ici le mois de mars, il n'y a pas une reprise, nous pourrions nous exposer à une toute petite divergence. Alors qui n'est pas cette grosse de divergence de fin de cycle, mais attention, si le mois de mars se termine mal, nous pourrions aussi avoir un croisement de MACD. Donc je vais me garder d'interpréter trop rapidement ce graphique mensuel, nous verrons à la fin du mois de mars. Effectivement, si le mois de mars est mauvais, attention. En données hebdomadaires, rien à signaler. Nous sommes donc toujours ici sur la Kijun. Par contre, en cas de cassure de la Kijun Weekly, le marché pourrait revenir sur 5006, voire ici sur 5004. Là, il va falloir faire très attention. Et donc, tout l'enjeu est d'arriver à tenir cette Kijun sur le graphique en données hebdomadaires. Moi, j'estime toujours que sur cette année 2025, nous pouvons aller à chercher une target à 6500 points. Attention, c'est ma target d'ici la fin d'année. Donc même si ça devait dropper là, je pense que ça peut dropper éventuellement. Et je garde confiance dans mon objectif final de VAC 5 à 6500 points. Ici, sur l'indice S&P 500, je garde confiance. Par contre, alors effectivement, dans l'immédiat court terme, j'ai un décompte ici que je vous proposais d'une sous-vague 1, d'une 2, d'une 3, d'une sous-vague 4. Mon décompte en sous-vague 4 tient la route tant qu'on tient le sommet de la vague 1 et le gap. Le gap qui avait été ouvert ici mi-septembre. Donc mon décompte, alors là c'est la moyenne mobile à 200 jours, on peut éventuellement se faire un peu peur, mais mon décompte de vague 4, voilà, il faut absolument tenir cette zone, car si on casse cette zone, eh bien on va retomber à 5004, et dans ces cas-là, j'aurais eu tort, et en fait on aurait fini à 5 ici. Il faudrait que je reprenne mon décompte. Donc ça reste vraiment la zone pivot, il faut impérativement tenir 5007
et la zone des 5700, des 5650, 5007, pour que ça reste encore valide. Si c'est pas le cas, bah écoutez, j'assumerai mon erreur et je reprendrai mon approche. Mais quand j'enregistre cette vidéo, c'est encore un seuil qui semble tenir. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous l'avez trouvé instructif. Si c'est le cas, merci à ceux qui mettent un petit like et à ceux qui s'abonnent. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci.